Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour ce Guyane Soir. Parents et professeurs du collège Paul-Jean-Louis de Saint-Laurent-du-Maroni mobilisés ce matin pour dire leur colère. Hier, un homme a été abattu devant l'établissement sous les yeux des élèves. 3 heures de vol séparent désormais Cayenne et Saint-Domingue. La desserte entre la Guyane et la République dominicaine a été ouverte ce matin par la compagnie Sky High. Nous y étions. Le handicap, sublimé par le photographe Myrto Linguet, son exposition photos de personnes équipées de prothèses a été réalisée avec le concours des soignants de l'hôpital Saint-Paul. On en parle en fin de journal. Opération École morte ce matin à Saint-Laurent-du-Maroni. Parents et professeurs se sont mobilisés devant le collège Paul-Jean-Louis pendant 1 heure. Ils ont dénoncé l'insécurité qui menace désormais les élèves aux abords des établissements scolaires. Le reportage est actuellement en cours de fabrication. Nous y reviendrons un peu plus tard dans ce journal. Et cette victime tuée devant le collège est la dernière d'une longue liste. Déjà 21 homicides depuis le début de l'année. Selon les autorités, la moitié de ces meurtres sont des règlements de compte entre bandes rivales. Les précisions de Jocelyne Elgouache et Séfiane Dei. 21 morts depuis le début de l'année. Près de la moitié de ces homicides seraient le résultat d'affrontements entre 2 bandes mafieuses originaires de Guyana. Des malfaiteurs qui se sont installés dans ce quartier de Maturi, Balata, devenu le refuge de bandes armées, d'individus qui auraient multiplié les braquages et volé de l'or sur des sites miniers légaux de Guyane. Il y a des actions de meurtre sur des gens qui sont venus de l'étranger, se réfugier en France, en l'occurrence en Guyane, et qui ont des contrats sur eux. D'ailleurs, on travaille avec le maire dans le cadre d'un contrat de sécurité intégré, qui est aussi dans un squat que l'on va aussi traiter, parce qu'il y a une délinquance renforcée, des meurtres qui sont concentrés. Le quartier d'Abriba Balata abritant des bandes armées rivales qui s'entretuent. Le maire de Maturi ne peut que constater l'escalade de la violence dans ce quartier. Comme il s'agit d'une criminalité donc, qui est organisée, et on le sait, et qui ne vient pas d'ici, qui vient de l'extérieur, il appartient aux autorités régaliennes de mettre en place les moyens, de mettre en place ces moyens-là pour pouvoir lutter contre ce fléau qui gangrène notre société. Ces règlements de compte dépassent la Guyane. En représailles au Guyana, la maison où vivait la mère d'un des individus appartenant à une faction, réfugiée à Maturi, a été incendiée. Après cette vague d'exécutions, les enquêtes sont toujours en cours. Et dans ce climat, 3 individus ont été interpellés à Montlucas par les autorités hier soir dans le cadre d'une opération coup de poing. Une bande armée avait encerclé le quartier. Les détails de cette opération sont à retrouver sur notre site internet. Je vous le disais en titre, le premier vol Cayenne-Santo Domingo en République dominicaine est parti ce matin. La compagnie Sky High lance cette desserte juste avant les grandes vacances et pour cause, ce vol de 3 heures ouvre des perspectives de voyage pour les Guyanais. Une volonté politique aussi pour une meilleure desserte aérienne du territoire. Voici les explications de Brigitte Wahab. Arrivée du premier vol de la République dominicaine sous les jets d'eau des pompiers de l'aéroport Félix Éboué. Au départ de Cayenne, les premiers passagers s'enregistrent, très contents de ce vol direct. Comme je ne connais pas, donc je pars en vacances pour décompresser un peu. D'accord. Et c'est quoi votre programme là-bas ? Normalement, on va à Punta Cana, mais comme je suis quelqu'un qui bouge, donc j'irai un peu partout, quoi. Je vais découvrir. Je vais en République dominicaine parce que ma famille est là-bas. Je suis très contente parce que c'est un vol direct aujourd'hui. La compagnie Sky High effectuera 2 rotations par semaine, le mardi et le vendredi. Des représentants des collectivités guyanaises et de la compagnie ont coupé le ruban d'inauguration. Une nouvelle desserte aérienne prometteuse pour la Guyane. Pouvoir aller à Saint-Domingue et de pouvoir rayonner sur l'Amérique centrale, sur l'Amérique du Nord, sur l'Europe, sur certaines destinations hispanophones de l'Europe, je pense que c'était une très bonne chose et ça permettra aux Guyanais d'avoir un certain choix. Alors, pas sur les mêmes lignes classiques, mais sur d'autres ouvertures et ça s'appelle vraiment le désenclavement externe. Du côté de la compagnie aérienne, la Guyane représente la 3e destination française après la Guadeloupe et la Martinique. Un aéroport dominicain qui est un hub de la Caraïbe. C'est notre 21e destination. Pour encore plus de possibilités de connexion,
dans la Caraïbe. Nous allons permettre à la Guyane de se connecter avec le hub Santo Domingo. Les passagers pourront transiter vers Miami, Providence près de Boston et La Havane à Cuba. Sur le vol de retour, 65 passagers à destination de Saint-Domingue. Les billets sont en promotion tout le mois de juin avec des allers-retours à 350 €. Le coût élevé des billets d'avion, cette fois vers l'Hexagone, eh bien c'est une préoccupation pour les Guyanais face à l'inflation, mais aussi un facteur d'enclavement. Mercredi, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la proposition de loi des députés Olivier Servat et Max Mathiazin. Elle vise à faciliter les déplacements depuis les Outre-mer. Depuis 2010, l'ADOM propose des dispositifs d'aide à la continuité territoriale. Mode d'emploi avec Lélia Chérubin-Jeannette et Franck Fernandez. Chaque année, près de 4000 personnes sont suivies par l'ADOM. Mélina Gabé, 18 ans, est venue se renseigner. Elle espère partir dans l'Hexagone après son baccalauréat. Sa filière n'existe pas à l'Université de Guyane. La lycéenne peut donc prétendre au passeport pour la mobilité des études. Cette aide comprend un billet d'avion et de train aller-retour chaque année. Le billet est pris en charge à 100% pour les boursiers et à 50% pour les non-boursiers. Une mesure attribuée sous condition de ressources. Pour cette future étudiante, ce soutien est un soulagement. Avec l'inflation, les prix ont énormément augmenté. Un billet à partir de 1 000 €, surtout des fois en tant que nouveau étudiant, on n'est peut-être pas forcément aidé par nos parents parce que les parents des fois n'ont pas les moyens de nous aider. Donc je trouve que le dispositif de l'ADOM est assez bien pour les nouveaux étudiants qui aimeraient partir en Hexagone. L'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité pilote également l'aide à la continuité territoriale, un dispositif financé par l'État sous forme de bons pour les personnes domiciliées en Guyane. Pour en bénéficier, pas de limite d'âge, mais le quotient familial doit être inférieur ou égal à 11 991 €, une aide attribuée tous les 3 ans. Une fois avoir rempli tous les documents donc sur le site, normalement il est traité par nos services. Un bon de continuité territoriale de 390 € est donné est téléchargé directement sur l'espace personnel de cette personne. Elle le récupère et ensuite s'adresse soit à l'agence de voyage, soit à la compagnie aérienne. En mars dernier, ces bons ont été revalorisés par l'État et la compagnie aérienne partenaire. Dernièrement, le ministre et l'ADOM ont fait en sorte qu'une compagnie aérienne puisse répondre favorablement pour l'aide à la continuité territoriale. Et donc Air Caraïbes propose aujourd'hui d'abonder en plus des 390 €, 100 € de plus sur cette aide-là. 1610 bons ont été accordés depuis le début de l'année, mais seuls 980 coupons de réduction à destination de l'Hexagone ont été utilisés. Et pour être complet, notez que les compagnies aériennes French Bee et Air Caraïbes ont d'ores et déjà annoncé l'augmentation des bons d'aide à la continuité territoriale de l'ADOM. Des chèques de 100 € pour aider les ultramarins. Ils sont valables jusqu'au 31 juillet. Et en dehors des billets d'avion, les futurs étudiants ont aussi besoin d'accompagnement. C'est toute la mission du Crous. Mais en Guyane, nous dépendons de celui des Antilles. Face au nombre grandissant d'étudiants sur le territoire, le sénateur Georges Patient a demandé la mise en place d'un Crous de plein exercice pour la Guyane. Revenons sur le premier titre de ce journal, l'opération École morte ce matin à Saint-Laurent-du-Maroni. Parents et professeurs du collège Paul-Jean-Louis se sont mobilisés pour dire leur ras-le-bol face à l'insécurité de leurs enfants. Ils sont désormais menacés aux abords de leurs établissements scolaires. Je vous le rappelle, hier, un jeune homme a été abattu devant le collège Paul-Jean-Louis. Ingrid Saucé-Ismin et Éric Léon. Des fleurs pour rendre hommage aux jeunes décédés ce jeudi au quartier Vampire. Le meurtre s'est déroulé en pleine journée à proximité du collège Paul-Jean-Louis de Saint-Laurent-du-Maroni. La communauté éducative, touchée par ce drame, a débrayé pendant 1 heure, car le tireur présumé était un ancien élève du lycée. L'appel à la manifestation École morte a été partiellement suivi. Pour les parents et les enseignants, il fallait marquer le coup.
C'est une mobilisation ponctuelle pour marquer le mécontentement, parce que finalement, ne rien faire, c'est accepter ça, c'est dire que c'est la norme. Quand on ne fait rien, c'est que tout est normal. Et non, tout n'est pas normal. Mourir à 19 ans, ce n'est pas normal. On parle du jeune qui est mort hier, mais il y a aussi eu le 27 avril, un autre qui s'est fait tirer dessus juste en face du collège, par exemple. Et cette violence, elle est omniprésente, elle est permanente. La maire de Saint-Laurent, Sophie Charles, s'est rendue sur place ce matin en soutien à la communauté éducative de ce collège où l'insécurité menace leur quotidien. Le président de la CTG, Gabriel Serville, a fait le déplacement lui aussi. Il a rencontré les enseignants, les parents d'élèves ainsi que les associations de la ville avant d'échanger avec la direction du collège. Le nœud gordien, c'est comment est-ce qu'on peut accepter que sur ce territoire, il y ait autant d'armes à feu qui circulent, qu'il y ait autant de jeunes, des préadolescents qui puissent être en contact avec ces armes à feu et qui pour un oui ou pour un non vont ouvrir le feu sur leurs amis. Là, il y a un vrai souci et je crois qu'il est impératif qu'avec les services de l'État, on arrive à creuser ce sillon pour aller à la racine du mal. Une réunion avec le collectif So Long Picking est prévue dans les prochaines semaines pour mettre en place des actions pour prévenir ce genre de drame. Le président de la CTG participera également au Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de Saint-Laurent, prévu le 5 juin prochain. Allez, on élargit nos horizons avec l'actualité dans la grande région et cette rencontre diplomatique hier entre Lula et Maduro. Le président du Venezuela a été reçu par son homologue brésilien au sommet de Brasilia, qui a rassemblé une dizaine de chefs d'État d'Amérique latine. L'occasion pour Lula de défendre une grande union régionale tout en affichant son soutien à Nicolás Maduro, une proximité qui divise sur la scène internationale. Kelly Babo. C'est à Brasilia, sous un soleil radieux, que Nicolás Maduro foule de nouveau le sol brésilien. Il ne l'avait plus fait depuis 8 ans. Jair Bolsonaro, l'ancien président du pays, lui avait interdit tout accès au territoire. Mais aujourd'hui, le président Lula, récemment élu, a tenu à réhabiliter son homologue en renouant les liens. Étreinte et sourire sont à la hauteur des retrouvailles. Pour cette première rencontre officielle entre Lula et le dirigeant vénézuélien. Il est difficile de concevoir que tant d'années se soient écoulées sans maintenir le dialogue avec l'autorité d'un pays amazonien et voisin, avec lequel nous partageons une frontière étendue sur 2200 kilomètres. Cette rencontre a eu lieu en amont du sommet régional sud-américain, réunion inédite avec les leaders d'une Amérique latine sur laquelle déferle une vague socialiste. Objectif, renforcer la coopération régionale avec un credo commun, l'union fait la force. Cette nouvelle ère correspond à la construction d'une carte de coopération et de travail en commun. Et après le Colombien Gustavo Petro, Nicolás Maduro a trouvé en Lula un allié important dans la région et cette proximité divise sur le plan régional et international. Ce nouvel ordre géopolitique a comme composante fondamentale l'union de l'Amérique du Sud, avec nos diversités et avec le groupe BRICS. Nous avons vu dans la sphère géopolitique un élément où nous pouvons avancer dans l'union de ces 5 pays très puissants. Après 9 ans d'absence, les dirigeants des nations sud-américaines se retrouvent pour former de nouveau un bloc politique qui interviendra dans les domaines de l'énergie, de la lutte contre la criminalité et de l'économie. L'idée d'une monnaie régionale pour défier le dollar américain était également au cœur des discussions. On passe au sport pour le dernier virage de cette édition et le parcours de Naomi Al-Natas. Cette basketteuse guyanaise a débuté le basket au Sport Guyanais à 10 ans. Elle a poursuivi sa formation dans l'Hexagone et pris son envol aux États-Unis. Aujourd'hui, elle espère un nouveau challenge en Europe dans une équipe pro. Le reportage de Guillaume Perrault, Clotilde Séraphin-Georges et Thierry Viviès. Au sein de l'élite du basketball universitaire US, Naomi Al-Natas s'est fait un nom. À Oklahoma State, en une saison, elle a marqué 450 points, dont près de la moitié par des 3 points. Une performance qui lui a valu d'être sélectionnée dans la prestigieuse liste des meilleures joueuses de sa division. Une consécration pour cette talentueuse athlète formée ici au Sport Guyanais. Je me dis waouh, c'est là où j'ai commencé. C'est un choc et tu te réveilles et tu te dis, tu regardes toutes les choses que tu as fait pendant ta vie, c'est juste amazing.
Incroyable, l'adjectif correspond bien au caractère et au parcours de cette jeune femme. À 25 ans, Naomi vient de réaliser l'un de ses rêves. Aux États-Unis, elle a franchi tous les échelons du basketball universitaire. C'est vrai que c'est la folie. Ils aiment les athlètes là-bas. C'est tout par le sport, le football américain, le basket. C'est vrai qu'on avait notre propre salle à nous que pour le basket. Notre vestiaire, c'est vraiment les trucs américains. Quand tu te réveilles le matin, je me réveille. Si j'ai pas eu le temps de manger, je viens dans le vestiaire. Tu attrapes des trucs, des fruits et tout. Et ensuite, de l'autre côté, tu as bain froid, bain chaud. Tu peux prendre ta douche et tout là-bas. Et après, le vestiaire, c'est autre chose. Non, c'est pour ça que je me dis que je suis très, très, très reconnaissante. Très vite repérée, lors d'un camp Kevin Séraphin, à 14 ans, elle part intégrer un centre de formation dans l'Hexagone. Sur ces images de juillet 2014, en vacances au pays, elle ne peut pas s'empêcher de continuer de s'entraîner. Là-bas, c'est structuré, certes, mais c'est plus dur. Sinon, les parents, ils sont loin. Donc, c'est clair qu'à un moment, en un coup de blues, il faut savoir que vos parents, ils dépensent énormément pour que vous soyez là-bas. La rigueur, la combativité, le sens du sacrifice, des qualités indispensables pour devenir une athlète de très haut niveau, des valeurs qui lui ont été inculquées avec amour. Ça a été difficile financièrement. Il y avait des billets où il fallait payer cash. Surtout quand elle est partie aux États-Unis. Il fallait vraiment, mais les prix sont exorbitants. Surtout quand elle rentrait de la métropole, il fallait qu'elle reparte, qu'elle revienne, c'est pendant les grandes vacances. Et les montants, oh là là. Ah, c'était chaud. Ah oui, je me suis serré les reins. Oh, oui. Mais aujourd'hui, ça valait le coup. Arrivée au terme de son aventure universitaire américaine, Naomi devrait retrouver l'Europe pour poursuivre sa carrière et tenter de passer pro. C'est vrai que j'aurais beaucoup aimé que ce soit l'Eurocup ou l'Euroleague. Je me dis que c'est vrai que je suis partie jeune, je suis passée par les États-Unis, mais c'est vrai que j'aimerais bien encore voyager, parler une autre langue, sur un résumé, c'est pas mal. Français, anglais, créole, et si on peut ajouter, espagnol, ou voilà, ce serait pas mal. Son destin, elle l'a confié à une agence de représentants de sportifs professionnels. Et en attendant de découvrir son nouveau challenge, Naomi continue de s'entraîner comme elle a toujours fait. On passe à l'art à présent. Esthétiser le handicap, c'est tout le travail du photographe Myrto Linguet dans son exposition « Le handicap à la croisée des réalités guyanaises ». Un travail réalisé avec le concours de plusieurs thérapeutes, dont un orthoprothésiste. Une trentaine de clichés installés sous le carbet de l'hôpital privé Saint-Paul pour illustrer le retour à l'autonomie. Un reportage signé Isabelle Lerouge et Clotilde Séraphin-Georges. Il y a 1 an et demi, Evelyne perdait une partie de sa jambe gauche suite à un accident de scooter. Aujourd'hui, cette mère de famille pose devant l'objectif pour raconter son quotidien. C'est pour montrer aux autres que malgré d'être dans une situation comme ça, que la vie continue et qu'on peut toujours vivre une vie normale comme tout le monde. Coquette jusqu'au bout des ongles, la jeune femme reprend son métier de factrice grâce à cette prothèse de titane étanche. Les gens n'arrivent même pas à remarquer que j'ai perdu ma jambe tellement qu'elle est identique à l'autre. Ici, sur papier glacé, sportifs, agriculteurs, enfants retrouvent leur dignité avec une prothèse sur mesure fabriquée en Guyane. Il y en a même qui vont vers la couleur, des choses comme ça, qui se débarrassent de l'esthétique, qui veulent pas d'esthétique en mousse, en fait, qui reproduit à peu près la forme du membre contralatéral. De Saint-Laurent à Saint-Georges, ces photographies racontent la résilience face à l'amputation, le retour à la mobilité, à l'autonomie, à la vie sociale. Nous voulions vraiment couler dans le cadre habituel des personnes, dans leur environnement immédiat, au sein de leur activité. Donc en amont, il a fallu prendre rendez-vous avec elles, leur expliquer un peu l'idée du projet et après mettre en place le dispositif. Aujourd'hui, l'exposition sur le handicap n'est ouverte qu'aux patients et personnels de la clinique privée Saint-Paul. En septembre, elle se déplacera dans plusieurs communes. Et demain, c'est le grand jour pour Mika. Le chanteur portera les couleurs de la Guyane lors de la finale du télécrochet The Voice. Un moment qui sera suivi de près par sa famille. Et les chanteurs y sont très nombreux. Terence Moy et Ingrid Saucé-Isma ont passé du temps avec eux
Pour mieux connaître Mika, regardez. Nous sommes au cœur du quartier Saint-Louis à Saint-Laurent, en Guyane, là où a grandi Mika Gravenberch avec ses 4 frères et 2 sœurs. L'aîné, Richard Gravenberch, gardait régulièrement un œil sur eux. On faisait du foot dans le quartier, des fois on faisait du foot sur la route avec les enfants du voisinage. Réservé et timide, pour décrire Mika lorsqu'il était petit, loin de l'assurance qu'il montre aujourd'hui à ses 18 ans, c'est vers 12 ans qu'il a libéré sa voix. Il cachait sa voix quand il chantait pas pour que tout le monde entende. C'est après quand il a commencé à chanter vraiment, que quand il s'est rendu compte que tout le monde sait qu'il chante bien, du coup il a commencé à chanter fort. Ça va? Ça va et toi, Claude? Ça va. Ouais. Comment va ton frère? Mika? Oui. Ah, en ce moment il est en France pour The Voice. Hein. Tout le matin j'entendais Mika chanter comme il habite en face. Je l'entendais chanter dans la salle de bain le soir, le matin. Dès qu'il se lave, il chante. Depuis tout petit, tous les jours. Comment vous savez? Mais je habite ici, quand je reste derrière, j'entends tout. Aujourd'hui, en finale de The Voice, il fait la fierté de tout un quartier. La voix de Mika est très certainement née à l'église évangélique La Lumière lorsqu'il accompagnait sa mère depuis son plus jeune âge. Le gospel fait partie de la famille. La religion est ancrée en Mika, encore plus que ses frères et sœurs. Sa maman a choisi pour lui un prénom religieux. C'est un prophète qui n'avait pas peur, qui parle ce que le Seigneur lui dit de dire. Donc, et puis je lui ai donné le nom d'Emmanuel. Ça veut dire Dieu est avec nous. Ça veut dire donc c'est Dieu et avec Mika. Oui. Depuis le début de l'aventure The Voice, les discussions familiales tournent évidemment autour du jeune prodige qui inspire tout le monde, à commencer par son petit frère. Il chante pas pour gagner, mais il chante pour faire sentir que voilà, on peut chanter, on peut... Il chante avec son cœur. Ça te donne envie de quoi aujourd'hui? De chanter comme lui. J'apprends, mais c'est mort. C'est mort, mais j'apprends, j'essaye, mais... J'aurais dû lui demander de m'apprendre, mais là c'est trop tard, il est parti. Mais bon, je suis fier de lui. Parti pour le meilleur, Mika a franchi toutes les étapes pour arriver en finale de l'une des émissions musicales les plus populaires de France. Il n'en reste qu'une dernière pour que la joie de cette famille de chanteurs soit totale. Et on lui souhaite de tout cœur de gagner. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. L'info revient demain matin en radio dès 6h avec Jessie Xavier. À 8h10, vous retrouverez Patrick Clark pour l'émission Place Publique en direct avec pour thème désenclavement de l'intérieur de la Guyane. Faut-il y croire? Ses invités seront Philippe Descon et Fabio Léon du collectif Apache, ainsi que Zadkiel Saint-Oris, conseiller territorial délégué aux infrastructures routières. N'oubliez pas que l'info est également en continu sur toutes nos plateformes web. Très belle soirée sur La Première et à demain. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet